Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Jacques-Denis Simard qui va venir nous parler de la vigile. Un peu plus tard à l'émission, j'aurai comme invité Estefania Contreras qui est de l'équipe Entreprise. Au bloc Espresso et Espresso allongé, Pierre nous amène le sujet « Couper enfin le cordon ». Alors tout ça dans la prochaine heure de notre émission Folie douce. On a bien sûr des chansons. On commence d'abord avec « Dans mon monde en couleur » de Hugo Lapointe. Bienvenue à Folie douce. Dans mon journal ce matin, un homme sur une photo, un paysan musulman devant un char d'assaut, un poulet dans les mains, un poulet dans les mains. Il a quitté sa maison de terre, marché au soleil du désert, il a bravé la guerre pour donner un cadeau à l'homme en char d'assaut. Et moi je bois mon café dans mon monde en couleur, un papillon s'est posé dans mon journal en pleurs. Je ne sais rien de la guerre, sauf qu'il pousse des fleurs au milieu du désert. On ne tue pas l'amour à coups de canon. On ne tue pas l'amour à coups de canon. Dans mon journal ce matin sur la même photo, un soldat de 18 ans en haut d'un char d'assaut, un fusil dans les mains, un fusil dans les mains. Il a quitté son pays, sa terre, patrouillé au soleil du désert, enrôlé pour la guerre. Tout est bien trop nouveau pour l'homme en char d'assaut. Et moi je bois mon café dans mon monde en couleur, un papillon s'est posé dans mon journal en pleurs. Je ne sais rien de la guerre, sauf qu'il pousse des fleurs au milieu du désert. On ne tue pas l'amour à coups de canon. On ne tue pas l'amour à coups de canon. Dans mon journal ce matin, deux hommes sur une photo, un paysan musulman, un soldat de 18 ans qui n'y comprennent rien, qui n'y comprennent rien. Dans mon journal ce matin, des larmes sur une photo, deux hommes qui pleurent au milieu du désert. Et moi dans mon jardin, et moi dans mon jardin. Et moi je bois mon café dans mon monde en couleur, un papillon s'est posé dans mon journal en pleurs. Je ne sais rien de la guerre, sauf qu'il pousse des fleurs au milieu du désert. À coups de canon, on ne tue pas l'amour, on ne tue pas l'amour, à coups de canon. À coups de canon, on ne tue pas l'amour, on ne tue pas l'amour, à coups de canon. Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604, le 514-990-9604. C'est avec plaisir que j'accueille mon invité donc au téléphone. Alors, c'est Jacques-Denis Simard. Bonjour, M. Simard. Bienvenue à l'émission Folie douce. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes directeur général et fondateur de La Vigile et on aimerait, en fait, vous êtes à Québec, dans la région de Québec, et on aimerait en savoir plus sur cette organisation-là. Donc, comment on peut décrire La Vigile pour commencer l'entretien? Bien, La Vigile, c'est un organisme sans but lucratif d'abord, qui possède actuellement 4 divisions. Première division, la maison de thérapie, avec ses 5 services que je vais expliquer plus tard. La deuxième division, c'est la division programme d'aide, où on offre des services de programme d'aide à des organisations de personnes, d'employés qui portent l'uniforme. Le troisième élément, c'est la formation pour donner aux personnes aux organisations qui portent l'uniforme
de pouvoir connaître un peu plus les indices de santé mentale pour, détecter les collègues qui pourraient avoir besoin, et d'autres pour être capables de mieux travailler dans leur fonction face à les citoyens qui sont aux prises avec la santé mentale. Oui. Et la quatrième division, c'est la division développement et recherche qu'on est en train de développer avec les universités de la région de Québec. Ah, d'accord. Et comment est né l'organisme? En fait, à quel moment on a créé cet organisme-là? Est-ce que ça fait quand même plusieurs années? En fait, on est en opération depuis 2003. Mais il faut remonter un peu plus avant, lorsque j'étais policier pendant 33 ans à la Sûreté du Québec. Et de 88 à 93, j'ai été dégagé de mes fonctions de policière avec une formation appropriée pour exercer le travail d'intervenant et responsable de l'implantation du programme d'aide de la Sûreté du Québec pour tout l'est de la province de Québec. Donc, j'avais un grand territoire. Et notre mission était de développer un réseau de ressources pour aider les collègues qui étaient aux prises avec des difficultés personnelles. Et on donnait des services aussi à leur famille et aux employés civils aussi de la Sûreté du Québec. Donc, c'est là que j'ai vu l'urgence de pouvoir avoir une maison de thérapie adaptée qui prendrait soin rapidement des personnes qui subitement vivent un état de détresse pour être capable d'avoir une accessibilité rapide. Parce que dans le temps, en 88, j'avais beaucoup d'appels qui venaient le soir, la nuit, les fins de semaine, et je me demandais toujours où je les envoie. Ils voulaient pas aller à l'hôpital parce que à l'hôpital, ils sont connus. Donc, c'est des personnes qui sont publiques. Donc, pour eux autres, d'aller à l'hôpital, surtout dans l'aile psychiatrique pour recevoir des soins, c'était impensable. Donc, il fallait développer d'autres moyens. Et moi, quand j'ai vu ces situations-là, c'est là que j'ai eu l'idée de monter une structure à développer pour être capable de bien recevoir ces gens-là, bien les traiter et les retourner au travail en meilleure santé et plus rapidement. Oui, c'est ça, parce que on parle souvent de gens, par exemple, des policiers, des gens qui sont en situation d'urgence, donc qui travaillent en situation d'urgence. Leur santé mentale, souvent, on se préoccupe peu de qu'est-ce qu'ils ressentent. Puis comme vous dites, quand s'ils se présentent dans un endroit où ils ont peut-être l'habitude d'amener d'autres personnes qui souffrent, qui ont des problèmes de santé mentale, donc c'est vraiment impensable, effectivement. C'était même étonnant qu'il n'y ait pas eu de système pour aider ces gens-là avant ça, hein? En fait, c'est relatif au profil de ces personnes-là. Quand je parle d'uniforme, je parle aussi de personnes qui sont au service des autres dans une mission quelconque pour aider les citoyens. Peu importe le travail, ils ont tous le même profil. Des personnes qui se défouent, qui se défoncent pour les autres, mais qui en même temps ont de la difficulté dans de l'aide. C'est une des caractéristiques principales de ceux qui sont au service des autres. Donc, il y a des personnes qui portent un uniforme comme les policiers, les pompiers. Il y a aussi des personnes qui portent un uniforme invisible, qui sont au service des autres, comme des travailleurs sociaux, des psychologues, des médecins, qui se donnent, puis finalement, ils vivent une situation personnelle urgente, de détresse. Et là, ils admettent qu'il y a un échec, c'est comme impensable non plus, parce ils connaissent les moyens pour aider les autres. Donc, ils s'essayent tout seuls. Ils essaient tout seuls de s'en sortir, mais ils frappent rapidement le mur. Et c'est là que l'état de détresse suicidaire peut venir. Et c'est là qu'on en perd plusieurs. Et il y a effectivement, je pense, il y a quand même beaucoup de suicides où il y a des situations comme ça qui peuvent se passer avec des gens qui vivent justement ce genre de situation-là. C'est ça qu'on veut prévenir, surtout, je pense. Tout à fait. Nous autres, notre mission, c'est vraiment de diminuer le taux de suicide chez les personnes qui portent une uniforme en particulier, les personnes qui sont au service des autres. Parce que nous, ce qu'on reconnaît, là, quand les gens arrivent à notre maison de thérapie pour un séjour ou un répit ou une problématique de toxicomanie ou de dépendance ou de post-trauma ou de colère ou de dépression, quand ils arrivent, des fois, ils sont quelques heures à tourner en rond alentour de la maison. Ils n'osent pas débarquer, ils ont comme peur, ils ont peur d'inconnu. C'est comme pour eux autres, ils mettent un pied à terre, c'est comme mettre un genou à terre
d'admettre que j'ai un échec, que je suis pas capable de m'en sortir tout seul par moi-même. Et ça, c'est un élément extrêmement important qui empêche ces gens-là d'aller en consultation. Deuxième élément, c'est qu'est-ce que mes pairs vont penser de moi? Est-ce qu'ils vont avoir confiance en moi encore s'ils savent que je suis allé dans une maison de thérapie? Et ça aussi, c'est un élément qui les amène à ne pas consulter, à essayer de s'en sortir tout seul encore. Puis, troisième élément, c'est toute la partie financière, parce que aller dans une maison de thérapie comme la nôtre, ça coûte assez cher, parce que j'ai des services privilégiés, j'ai des services professionnels, j'ai des gens professionnels qui travaillent dans la maison, donc il y a un coût qui est attaché à ça. Et c'est là qu'aussi ça peut, si la personne n'est pas assurée, ben ça peut faire un obstacle pour entrer dans la maison. Oui. Comment vous gérez à la vigile, justement, le fait que si la personne a à s'absenter, elle est en thérapie, comment vous devez gérer ça avec l'employeur, parce que si par exemple, un policier voulait pas consulter parce qu'il se dit comment je vais être perçu par mes pairs, comment vous réussissez à faire justement le pont pour que ça soit accepté? Est-ce que c'est qu'on est plus ouvert dans les services, dans les employeurs ou... Bon, actuellement, la vigile est reconnue, elle est vraiment une ressource privilégiée que les employeurs qui portent une forme, exemple, mettons les policiers, ont un recours rapidement et le réflexe est formé pour que lorsqu'il se produit une situation, ben là, on peut y recourir immédiatement. Comme, je donne un exemple, on a eu un employeur qui m'a appelé, il était à 11 heures le matin. Il me dit, j'ai un de mes membres, j'ai un de mes employés, un des policiers qui a fait une tentative de suicide ce matin en voulant se jeter en bas d'un pont. Est-ce que vous avez de la place pour le prendre? Il sortait de l'hôpital, il a pâté 24 heures à l'hôpital. Donc, il fallait qu'il trouve une autre ressource pour l'aider à s'en sortir. Le policier avait de la difficulté à admettre que de venir à la maison de thérapie, pour lui, c'était bien connu. Donc, il avait comme de la difficulté à admettre qu'il est obligé de faire ça. Mais finalement, à cause de la pression sociale, employeur et syndicats, il a accepté de venir à la maison de thérapie. Donc, il m'a demandé s'il y avait une place. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. J'ai toujours des chambres en urgence, de toute façon, pour répondre à ces besoins-là. Donc, à 11 heures, il m'appelle. À midi et demi, le policier était rendu dans la maison avec ses bagages. Et immédiatement, on voyait le taux d'anxiété qui était élevé, énormément élevé, parce que on ressentait qu'il avait peur, il y avait de l'inconnu, il ne savait pas trop dans quoi il s'embarquait. Mais au bout de 2 heures, tout était tombé. Le calme était revenu, la paix était là, et le groupe qu'on appelle, moi je l'appelle le groupe thérapeutique, parce que le groupe, c'est tous des gens qui ont le même profil, qui ont été policiers, mais qui ont été paramédics, ou bien qui sont infirmiers, ou qui sont pompiers, qui sont là, ou militaires, puis qui viennent au devant du niveau qui arrive, ils le prennent en charge, et après 2 heures, il n'y a plus de peur, et la personne s'implique dans sa thérapie. Puis comme notre thérapie est faite sur des ateliers psychoéducatifs, on pourrait aider la personne à comprendre la situation dans laquelle il est. On permet à ce moment-là à la personne de comprendre qu'il était capable d'avoir des outils nécessaires, des outils privilégiés pour s'en sortir, pour être capable de retourner au travail en meilleure santé et plus rapidement. Donc, le milieu aussi est ouvert à ça, parce que si, par exemple, les gens avaient peur avant de s'afficher comme ayant des problèmes de santé mentale, l'employeur est conscient, parce que même les employeurs vous appellent quelquefois, donc j'imagine qu'ils vont, c'est beaucoup plus accepté, en fait, de part et d'autre maintenant. Oui, parce que je dirais même que l'employeur versus l'employé va favoriser que la personne, son employé, puisse avoir recours à la vigile. Et les processus se font rapidement. Les régimes d'assurance qui sont prévus, ils vont se mettre en action immédiatement pour pouvoir payer la thérapie pour le policier. Alors, il y a beaucoup on est reconnu, le réflexe est formé, et en même temps, on est une ressource pour les autres qui à quelques heures d'avis, on peut répondre immédiatement. D'abord parce on a toujours quelqu'un en devoir, 24 heures sur 24, on peut répondre à tout appel de détresse 24 heures par jour. Alors ça, c'est connu, et c'est reconnu, et c'est à partir de ce moment-là, on y recourt le plus rapidement. Est-ce que la vigile est présente seulement dans la région de Québec, ou s'il y a des organismes ailleurs au Québec?
En fait, on a quelques personnes dans la région de Montréal qui travaillent pour la Vigile, qui sont des personnes de ressources qui travaillent pour nous et qui créent la visibilité, créent de l'aide aussi, parce que j'ai quelqu'un à Montréal, entre autres, j'ai une policière qui a été formée en relation d'aide à l'école de Mme Portenance et qui fait un travail en surplus de son travail à elle, de sensibilisation. Elle est reconnue dans son milieu et on y recourt facilement parce que on a besoin d'aide. Alors, on peut faire à ce moment-là, on peut répondre à ce besoin-là soit par une aide externe, par une consultation externe ou à l'interne lorsque il y a un dérapage ou qu'il y a un état de détresse ou qu'il y a il y a un problème qui est insurmontable. Parce que le modèle le modèle est intéressant. Le modèle de la Vigile, s'il pouvait se reproduire ailleurs, ça serait vraiment bienvenu pour tous les gens qui souffrent de détresse, comme vous parliez tout à l'heure. Là. Oui, tout à fait. En fait, dans notre structure de charte d'organisation de la corporative, nous autres, c'est déjà prévu. Notre vrai nom, c'est Réseau de maisons d'accueil pour agents et agents de la paix, et entre parenthèses, la Vigile. Donc, dans la structure, on est déjà ce qu'il faut pour développer une autre maison ailleurs. Je pense que je vois venir aussi les prochaines années qui vont être encore plus chargées. Donc, comme j'ai 16 chambres seulement à Québec, il va falloir que je développe une autre ressource dans la région de Montréal, probablement, pour permettre aux personnes de l'Ouest d'avoir un recours aussi, puis d'avoir plus facilement accessibilité à la maison. C'est très intéressant. On est toujours heureux ici à l'émission de parler de beaux projets, des projets positifs qui amènent quelque chose de nouveau et peut-être une alternative pour aider les gens à aider leur santé mentale. J'aimerais ça qu'on précise en terminant l'adresse du site web. Je pense qu'on peut en connaître un peu plus sur l'organisme, ainsi qu'un numéro. Je pense qu'il y a un numéro 1-800 d'ailleurs qu'on peut donner. Hein? Oui, tout à fait. Notre site web, c'est www.lavigile.qc.ca. Le numéro de téléphone provincial, sans frais, 1-888-315-0007, 315-888-315-0007. Les gens, d'ailleurs, peuvent au moins avoir des conseils ou avoir certaines pistes de solutions en vous appelant s'ils ne sont pas dans la région de Québec? Tout à fait. On a un service 24 heures sur 24. Il y a toujours un intervenant et toujours quelqu'un de garde, en garde téléphonique, qui appelle et rappelle immédiatement une fois que l'appel est placé. On a un service de télécommunication 24 heures sur 24 qui répond pour nous. Et aussitôt que l'appel est placé, on le reçoit par message texto, on le reçoit par message Internet et on le reçoit par téléphone. Donc, l'intervenant qui est de garde, facilement, il peut pas manquer l'appel. Donc, puis dans les 2 minutes suivant la réception de l'appel, la personne est appelée et on peut regarder comment on peut l'aider. Merci beaucoup. Donc, tous les gens qui sont intervenants justement en situation d'urgence, les professionnels, que ce soit policiers, pompiers, comme on parlait tout à l'heure, les gens, les ambulanciers peuvent vous appeler. On vous remercie beaucoup, Monsieur Simard, en fait, Jacques-Denis Simard, d'avoir été des nôtres. Merci à vous aussi. Merci et bonne journée, bonne continuité en espérant avoir un organisme de ce genre-là à Montréal prochainement. C'est dans les plans. Merci beaucoup et bonne continuité. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci pour le rose peint sur les murs de ma chambre d'enfant, pour la patience et le temps, pour toutes ces choses qui ont fait de moi qui je suis à présent. Franchir le seuil, dernier coup d'œil de la cuisine au salon, sur les souvenirs de ma vie à la maison. Mais il est temps de partir, une larme, un sourire et l'envie de mon propre intérieur. Juste l'envie de me poser ailleurs, d'avoir un nid qui fera mon bonheur, de coller des ailes au battement de mon cœur. D'ailleurs, il est temps de partir, dernier coup d'œil et merci. Il est temps de franchir d'un pas le seuil de ma vie. Il est temps de
très bien pour moi quelque part, quelqu'un qui attend. C'est pour ça que j'ose, c'est pour ça toutes ces heures passées dans ma chambre rose à rêver. Non, je ne vais pas rater le rendez-vous où l'avenir se joue. Il est temps de partir pour partout, le temps de faire à ma façon, à mon goût. Il est temps de partir et c'est tout. Il est temps de partir, dernier coup d'œil et merci. Il est temps de franchir d'un pas le seuil de ma vie. Il est temps de partir avec tous ceux qui avancent. Il est temps de franchir sans dire adieu la distance. Il est temps de partir avec tous ceux qui avancent. Il est temps de franchir sans dire adieu la distance. Que vous soyez au boulot ou dans l'auto, en moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. C'est maintenant le temps du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Slémano. Bonjour. Alors aujourd'hui, Pierre, tu vas peut-être nous surprendre. Ton thème, enfin, c'est couper enfin le cordon. Oui, d'après un article sur Internet, sur le site psychologie.com. C'est un site que je visite assez souvent parce que, on parle de à peu près tout ce qui concerne la psychologie. On a le don de... C'est bien écrit, en tout cas. Beaucoup d'informations, surtout. Hein? Beaucoup de... Ouais. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment se fait-il que les gens qui vont consulter des psychologues ou en psychiatrie, on en revient souvent ou presque toujours à la mère. Ouais. M-E, accent grave, R-E, la mère. Ouais. Et pourquoi? Eh bien, voici ce qu'on dit. C'est un article écrit par Laurence Lemoine, qui est auteure. Elle nous dit « Le besoin de régler ses comptes avec sa mère peut être la principale motivation à entreprendre une démarche thérapeutique. Mais dans de nombreux cas, la mère n'est pas désignée comme la cause des souffrances qui poussent à consulter. Le patient invoque un malaise dont il aspire à se sortir, que ce soit la dépression, une crise conjugale ou familiale, un échec professionnel, etc. Et le patient exprime une demande de changement et de reconstruction de soi. En thérapie, il est invité à explorer son passé, à revisiter les fondations de sa personnalité. C'est alors qu'immanquablement, il évoque sa mère, et même s'il ne l'a pas connue, c'est celle par qui, au fond, tout a commencé. Et la différence des sexes du patient joue assez peu dans les propos tenus sur le divan, car les hommes et les femmes interrogent de la même manière l'amour de leur mère, les attentes qu'elle nourrissait à leur égard, les valeurs qu'elle leur a inculquées. Leurs plaintes, quand plainte il y a, sont davantage liées à la qualité de la relation établie avec elle, cette dernière étant parfois trop intrusive ou trop absente ou trop adorée même dans certains cas. Ça vient beaucoup, ça, de la psychanalyse, par exemple, qui focus beaucoup sur le rôle de la mère. Ben exactement, oui, c'est de ça dont je parle. À la différence de la psychologie qui est moins centrée. Oui. Ceci étant dit, dans le processus d'individualité, ils rencontrent des enjeux différents, c'est-à-dire dans leur développement, si tu veux. Pour les femmes, ce sera entre autres de composer avec le modèle d'identification maternelle afin d'accéder à leur propre féminité, et pour les hommes, de renoncer à l'amour maternel afin d'aimer une autre femme. Donc, la mère a le dos large. Là, c'est ça. Oui, c'est pour vrai. tout le monde. Là. C'est pour tout le monde, et peut-être un peu trop parfois. Ouais, Ouais, un peu trop. c'est le reproche qu'on fait aussi, je pense, beaucoup à la psychanalyse, de focusser Peut-être. Ouais. trop sur le rôle de la mère. Peut-être, mais ça varie beaucoup d'un cas à l'autre. Maintenant, doit-on forcément entrer en conflit avec elle pour devenir soi-même? Lorsqu'un patient accuse sa mère de ne pas l'avoir aidé ou de l'avoir empêché de devenir lui-même, il exprime que, même matériellement indépendant d'elle, il demeure dans une dépendance psychique à son égard. Au lieu de se donner les moyens de s'épanouir,
il reste dans l'attente d'une approbation ou d'un amour dont il a manqué. Et dès lors, il s'agit pour lui, pour le patient, homme ou femme, de résoudre le conflit qui le maintient dans une position infantile. En quoi la représentation qu'il a de sa mère et la peur de perdre son amour contrarie-t-elle sa propre réalisation? Pourquoi a-t-on du mal à s'affirmer face à sa mère? Le patient vit avec le poids d'une dette imaginaire. Sa mère lui a donné la vie. Il croit devoir l'en remercier en se conformant à ses attentes. De plus, s'opposer à elle en affirmant des désirs contraires aux siens suppose de faire un double deuil, soit le deuil d'une certaine image de lui-même dans la mesure où il doit renoncer à être l'enfant idéal qui la comble, et le deuil d'une certaine image de la mère, celle qui ordonne. Et comment parvient-on à couper le cordon? Eh bien, quand la mère est réellement toxique, c'est-à-dire trop dévouée ou trop malveillante, elle s'acharne à maintenir son fils ou sa fille dans une position infantile. Il peut être salutaire d'imposer une séparation physique, mais c'est avant tout une séparation psychique qu'il faut amorcer en opérant un travail de tri. On doit se demander, dans ce qu'elle me dit de moi, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas? Dans l'aide qu'elle veut m'apporter, de quoi ai-je réellement besoin? Et qu'est-ce qui m'embarrasse? En m'identifiant à elle, qu'est-ce qui me correspond et en quoi me suis-je perdu? Et quand la mère a été défaillante, comment guérit-on de ses blessures d'enfance? La thérapie n'efface pas les blessures, mais aide à les cicatriser. Et finalement, être en paix avec sa mère, qu'est-ce que ça signifie? Cela ne signifie pas forcément d'avoir des rapports harmonieux avec elle, mais des rapports juste au vu de ce qu'elle est et de ce que l'on est soi-même devenu. La thérapie ne permet pas de changer la mère, mais de changer à mesure que l'on accède à un moi adulte. Le regard que l'on porte sur elle. En ce sens, la réconciliation peut survenir même après sa mort. Derrière la mère perçue comme toute puissante, toute bonne ou terrifiante, se dessine la vision d'une femme avec ses qualités, ses défauts et ses blessures. Excellent. On va poursuivre à Espresso allongé sur le même sujet, couper le cordon à Folie douce. Alors, merci Pierre. On poursuit ça un peu plus tard à l'émission. À venir dans l'émission Folie douce, notre invitée est Estefania Contreras de l'équipe Entreprise qui vient nous présenter cet organisme. À l'Espresso allongé, on poursuit sur le sujet « Couper le cordon ». Vous entendrez aussi en chanson « D'où je viens » de Sébastien Lacombe et « La machine » de Daran. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants. Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604, le 514-990-9604.
C'est avec plaisir que je reçois mon invité, Estefania Contreras. Bonjour, Estefania. Bonjour, Yvan. Bienvenue à l'émission Folie douce. Tu es coordonnatrice du programme à l'équipe Entreprise, un organisme qu'on va apprendre à connaître, un organisme qui est situé dans l'ouest de l'île de Montréal. D'abord, pourrais-tu nous décrire l'organisation? Qu'est-ce que c'est l'équipe Entreprise? Donc, l'équipe Entreprise est un organisme communautaire qui offre des activités de travail pour les personnes qui vivent avec un problème en santé mentale. Donc, nous offrons pas de suivi thérapeutique parce qu'on croit que le fait de venir à l'équipe Entreprise et faire une activité de travail est thérapeutique en soi. Donc, par contre, on demande aux personnes d'avoir un suivi dans la communauté, soit par d'autres organismes communautaires ou par les CLSC. Mais c'est ça. Donc, à l'équipe Entreprise, c'est ça. C'est sûr que vous êtes plus dans le côté travail, mais pas... Est-ce que vous touchez beaucoup de gens? Il y a beaucoup de gens qui ont recours à vos services? Oui, donc je sais qu'en général, on a entre 30 et 40 personnes à l'année longue là, qui viennent tout le temps avec l'entreprise. Et ils peuvent passer avec nous dépendamment de leur type de problème ou qu'est-ce qu'ils recherchent. Donc, il y en a qui restent avec nous en long terme, donc ça peut passer des années. Oui. Il y en a d'autres qui restent avec nous quelques mois. Oui. Et si on fait un petit historique, justement, d'équipe Entreprise, le but ultime ou le but premier, est-ce que ça fait longtemps d'abord que l'organisme est fondé? Oui, donc l'organisme a vu le jour en 1996. C'est à travers l'organisme Les Amis de la santé mentale. C'est le regroupement des parents et les membres de la famille de la personne qui a un problème en santé mentale. Oui. C'est où est-ce que d'autres ils vont rechercher leur soutien psychologique. Oui. Donc, c'est les parents qui se sont rendus compte que leurs enfants, ils restaient à la maison. Ils n'allaient plus à l'école, ne travaillaient pas, ne pouvaient pas contribuer à la société activement. Donc, ils ont voulu trouver quelque chose pour les occuper. Oui. Puis, pour les aider un peu à réintégrer tranquillement la société. Okay. Sans penser vraiment au marché du travail. Puis, donc, c'est dans cette vague d'idées-là que nous... Ouais. Et quand on parle, c'est ça, tu parles des parents, puis leurs enfants, c'est des adultes, c'est ça, c'est la santé mentale. Des fois, c'est ça, c'est de jeunes adultes ou des adultes d'un certain âge, mais les parents s'inquiètent parce qu'ils veulent que leurs enfants ils sont leurs enfants à vie, là, alors ils veulent leur meilleur, le mieux pour eux. Là. Le mieux pour eux, oui. Ouais. Puis, surtout, il y a une de nos membres... du conseil d'administration, Françoise Vien, qui était un membre fondateur pour l'équipe Entreprise. Oui. Je sais qu'elle, personnellement, mais son enfant, maintenant, il a 35 ans, et il s'est marié, il a un emploi. Donc, ça fait du cheminement. Là. Mais il a vécu des problématiques de santé mentale. Équipe Entreprise fait quoi, en fait, quand on parle de retour à insertion au travail? Là, comment on peut décrire ça? Donc, nous, on a 2 volets à notre organisme. Donc, on a une petite business. Notre business, c'est qu'on vend des mets congelés à la communauté. La plupart des clients qui viennent acheter nos mets, ce sont des personnes âgées parce qu'initialement, quand ils ont pensé aux mets congelés, c'était tout en pensant à la clientèle plus âgée qui avait des restrictions alimentaires. Donc, nos mets n'ont pas beaucoup de sel, pas beaucoup de sucre, sont très... les quantités sont pensées très... pour le bien-être de la personne âgée. Et donc, avec cette petite business-là, il faut des gens qui font la production. Ouais. Nous, on fait à peu près 500 repas par semaine. Donc, c'est tous nos participants qui rentrent. Il y en a qui rentrent 2 heures semaine. Il y en a qui font du 20 heures semaine, dépendamment de leur situation et leur capacité et du besoin de l'organisme. Et aussi... je veux juste mentionner qu'on a une autre activité qu'on n'y pense pas souvent, mais nos réceptionnistes et les gens qui sont au service à la clientèle, c'est aussi des participants. Oui. Donc, les gens qui répondent au téléphone, c'est des personnes aussi qui ont des problèmes de santé mentale. Ça fait partie de la réinsertion parce qu'il y a beaucoup d'emplois de ce type-là, puis ça leur donne une expérience de travail qui permet peut-être soit de rester chez vous ou d'aller carrément appliquer à un autre emploi dans ce domaine-là. C'est ça. Donc, nous... on est comme la dernière étape avant le retour à l'emploi. Ouais. Donc, évidemment, on s'attend à ce que la personne ait passé par les centres de jour de l'ouest de l'île avant d'arriver à l'équipe Entreprise pour être un petit peu préparée. Ouais. Parce que souvent, les gens, j'en ai vu des cas où est-ce que c'est des hommes adultes ou des femmes adultes
qui se sont retrouvés dans le système parce que leurs parents âgés sont décédés. Ouais. Donc là, ils ont vu que, il y avait un monsieur qui habitait au sous-sol. Puis là, ils ont fait des petits traitements, des petits diagnostics, puis la personne, effectivement, avait un problème en santé mentale. Donc, elle était comme soutenue par ses parents, Ouais. puis là, elle se retrouve toute seule, Ouais. donc il faut qu'elle se débrouille. Oui, Là. c'est ça. Donc, beaucoup de phobie sociale, pas habituée à sortir. Donc, le fait de venir à l'équipe entreprise, ça va les demander de prendre le transport en commun, voir d'autres personnes. Donc, avoir un certain horaire, de se planifier du temps, c'est important là, d'avoir une structure là, dans la vie. C'est ça. Tu sais, pour nous, ça a l'air vraiment banal puis facile à faire. Ouais. Mais pour eux autres, là, c'est commencer à zéro. Là. Ouais. Une rééducation. C'est ça qui est peu connu. Souvent, on parle de santé mentale, on voit plein de choses un peu spectaculaires, tout ça, mais le quotidien comme ça, et les gens ne réalisent pas, à moins qu'on connaisse vraiment quelqu'un, souvent, on ne comprend pas que c'est des petits pas, puis c'est des petites victoires, en fait. Oui, tu sais, c'est un peu ça. Hein? C'est vraiment... Bon, qu'est-ce que tu viens de dire là? Parce que c'est comme ça qu'on le vit à l'équipe entreprise. Je trouve la mentalité, c'est que on fait des petits pas à la fois, parce que les gens, ils veulent vraiment venir, faire du 20 heures, puis retourner au travail dans 1 mois, 1 an, tout ça. Ouais. Puis nous, on a dit, on va commencer avec un petit 2 heures. Ça va être des petits succès, mais ça va être des succès concrets à la fin. Tu sais, genre, même, il y en a que c'est même pas le retour à l'emploi. Il y en a que c'est retour aux études. On commence à avoir une clientèle pas mal jeune dernièrement, 18 ans, qu'après l'école secondaire, ils ont commencé le cégep, puis hop, il y avait trop de problèmes, pas capable de voir le monde, des petites crises d'anxiété ici et là, et on banalise beaucoup. Mais après qu'on commence à rentrer dans le système de la santé, je dirais, les professionnels sont capables de détecter qu'il y avait justement des petites lacunes qui n'avaient pas été détectées avant. Comment vous mesurez à l'équipe entreprise justement les succès, ou y a-t-il une façon de voir si une personne s'améliore? Est-ce que vous vous donnez ce mandat-là, ou si, finalement... on l'a, mais c'est pas qu'on se le donne. C'est plus des perceptions, peut-être. Oui, il y a beaucoup de feeling. Il y a beaucoup de choses. Suivre les gens. Oui. Qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que, parce que je te parle tout le temps du 2 heures, mais c'est parce qu'on commence le programme avec le 2 heures. Ouais. Donc, les gens, quand ils veulent participer à l'équipe entreprise, doivent me téléphoner, prendre un rendez-vous avec moi. Et moi, je fais une entrevue. À cette entrevue-là, je suis capable de faire un premier screening. Donc, voir physiquement l'apparence de la personne et puis, tu sais, détecter si la personne est prête pour l'équipe entreprise ou pas. Ouais. Et là, si moi, je juge que oui, je vais lui offrir une période de pré-essai de 2 heures. Puis c'est à partir de ce petit 2 heures-là, on va le voir à la cuisine ou à la réception. Si la personne est faite pour ça, parce qu'il faut vouloir aimer ça, parce que même si vous enlevez, j'imagine, le côté stress, c'est pas comme un traiteur dans le vrai milieu de travail qui aurait comme une espèce de commande à livrer, puis que la pression est sur la personne. Là. J'imagine que vous vous arrangez pour avoir... pour laisser un peu la personne sans stress jusqu'à un certain point. Vous essayez de lui enlever le stress, en fait, que ça peut causer. Ça. Oui, c'est ça. Donc, on essaie tout le temps d'avoir un environnement stress-free. Oui. Mais c'est sûr que des fois, ça va pas marcher. Puis c'est pas que ça vient de l'équipe entreprise, c'est que ça vient de la personne. Oui. Par exemple, un échec, disons, on fait une recette, puis la personne, elle a pas bien réussi sa recette. Puis là, elle va se décourager, puis elle va se sentir vraiment mal. Ah, j'ai échoué mon assiette. Ma recette, je l'ai pas faite comme tout le monde. On va se sentir coupable un peu. C'est ça. Puis je suis tout le temps de même, je suis pas capable de bien faire les choses. Et là, nous, on va tout le dire, comme toi, tu sais, on va jeter ça, puis on va recommencer, puis prête plus attention. Donc, vous l'encouragez, c'est une bonne chose, là, c'est ça? Oui. Est-ce que ça ferait juste empirer son stress qu'il avait déjà? Là, oui, c'est ça. Donc ça, déjà, c'est des petits... Au lieu de focusser sur l'échec, mais on va essayer de focusser sur le succès. Que la personne est capable de revenir de ses émotions, puis de reprendre le contrôle de la situation. Puis si elle l'a, c'est encore plus gratifiant parce qu'elle est passée par-dessus, justement, ça. Elle dit, j'ai échoué, mais je me suis remis à l'ouvrage, puis j'ai réussi. Comment vous fonctionnez au niveau de... Est-ce que vous réussissez à bien progresser financièrement? Est-ce que vous avez des revenus, des repas? Vous avez sûrement des subventions? Comment est la situation? Parce que ça, c'est toujours un enjeu, là, l'argent, en fait, dans les organisations. Oui, donc, c'est comme n'importe quel autre organisme communautaire, la situation financière est très précaire, mais un
a réussi à survivre quand même depuis 1996. Ouais. Oui, on essaie d'aller chercher le plus de dons et de fondations pour subvenir à nos besoins, mais c'est sûr qu'on essaie d'être créatif le plus qu'on peut, et essayer de se recycler, essayer d'aller voir s'il y a des nouvelles ouvertures, ou même nous, au niveau de notre business, là, on a essayé de trouver des personnes qui viennent voir notre prix revient, quelque chose qui n'avait jamais été pensé auparavant. Mais là, ça a été possible de le faire. Donc, on a été capable de s'ajuster un peu juste avec, par exemple, la portion qu'on met dans nos repas de viande ou de légumes. Tu sais, essayer de diminuer un peu plus la viande, donner un petit peu plus de légumes, mettre un petit peu moins de riz ou changer justement des ingrédients, mettre du couscous au lieu de nouilles. Oui, ça permet de mieux d'optimiser en fait le coût que ça prend de production. Là. C'est ça, et c'est pas pour faire des profits, parce qu'on peut pas faire des profits. Nous, à l'équipe entreprise, c'est un élément important, c'est qu'on donne une petite prime de participation pour toutes les personnes qui viennent faire leur activité de travail chez nous. C'est 4,60 $, mais cet argent-là vient principalement justement de l'argent qu'on fait des ventes, des repas congelés. Mais même à ça, on n'arrive pas à payer tout le monde des ventes. Donc, on va chercher un peu aussi dans l'argent qu'on reçoit, soit du ministère ou de dons. Subventions. Une façon d'aider votre organisation, est-ce que ça serait que les gens commandent des repas? Est-ce que vous avez comme une... tu sais, s'il y a des gens qui disent ça serait peut-être intéressant d'encourager l'organisme et d'aider la réinsertion des gens, est-ce que c'est une option ou c'est carrément des dons que c'est préférable pour vous comme organisation? C'est les dons, parce que la réalité de l'équipe entreprise est que on est à notre capacité maximale dans notre cuisine. Donc, on ne peut pas mettre beaucoup plus de monde de ce qui est là en ce moment. L'organisme est dans une bâtisse qui appartient à la ville de Dorval. Donc, la cuisine, elle ne permet pas d'avoir plus que 8 personnes, par exemple. Et il faut compter dans ces 8 personnes-là les 2 chefs. On a un chef et un assistant chef. Ça fait du monde, c'est ça? Donc, 2 paires de yeux pour superviser toutes les autres personnes qui sont... Il ne faut pas oublier, c'est des gens qui souffrent de schizophrénie, de bipolarité, qui sont anxieux, qui travaillent avec des couteaux. Tout alentour de toi, c'est des gens avec des couteaux, mais il faut être par-dessus tout ça. Vigilant, il faut être en fait observé, puis sans tomber dans le préjugé, mais c'est sûr que ça reste que c'est des ustensiles qui peuvent blesser des gens, effectivement. C'est intéressant, Stéphanie, j'aimerais ça qu'on mentionne en terminant l'entretien les coordonnées. Les gens qui veulent en savoir plus sur l'organisation, qui veulent vous, qui vous donner des encouragements ou qui peuvent en tout cas rentrer en contact avec vous, ça serait quelles coordonnées? Donc, notre site Internet, il est maintenu à jour par un participant aussi. Donc, le site Internet est le www.équipeentreprise.org. Donc, il va y avoir 2 E collés une après l'autre. Et c'est normal. Et notre numéro de téléphone est le 514-636-1081. Merci beaucoup, Stéphanie, d'avoir été des nôtres. C'est très intéressant. Bonne continuité avec l'organisme et puis à la prochaine. Merci beaucoup pour l'opportunité. Au revoir. Au revoir. Je suis né sur une île de béton où toujours j'entendais les camions dans un bruit qui ressemblait au son de la mer. Je suis né dans une contradiction d'un amour qui changea de saison à la vue des premières moissons de mon être. Je me souviendrai d'où je viens. Je me souviendrai d'où je viens. Je suis né dans une grande maison à l'abri des balles et des typhons, mais en proie aux humeurs vagabondes de mon père. Je suis né d'une grande nation, divisée par une grande question, mais unie
l'amour aux confins de l'hiver et des beaux jours. Je me souviendrai d'où je viens. Je me souviendrai d'où je viens. D'où je viens. Terre, dans un autre univers, je me souviendrai d'où je viens, d'où je viens, d'où je viens, d'où je viens. Jardin d'hier, baigné par des prières, je me souviendrai d'où je viens, d'où je viens, d'où je viens. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca. Nous poursuivons au micro avec l'espresso allongé. On poursuit un peu sur le même sujet, Pierre, couper le cordon que tu as entamé plus tôt dans l'émission. Mais en fait, dans cette partie, on parle ici non plus de comment couper le cordon, mais sur le fait d'être mère, sur la maternité. Il y a un témoignage vécu. Oui, c'est ça. C'est une Française qui s'appelle Valérie Collin-Simard, qui est psychologue et écrivain. Et elle a eu l'idée de demander à 5 femmes qui sont écrivains et mères en France d'écrire une lettre à leurs enfants pour parler de leur joie, de leur peine et de leurs difficultés dans la maternité. La première que je vais vous lire, c'est Mme Anna Gavalda, qui a un fils de 7 ans et une fille de 3 ans. Et elle a écrit ceci à ses enfants. « Mes chéris, souvenez-vous du temps passé, de ces heures lentes et attentives où j'étais toujours à portée de main. Souvenez-vous de toutes ces histoires que j'ai inventées pour vous, de ces milliers de découpages, de tous ces dessins, de toutes ces tentatives culinaires et de tous ces petits chemins de traverse que nous avons empruntés pour regarder le monde et les gens tout autour. Je vous faisais confiance. Je ne vous considérais pas comme mes enfants à moi, mais comme des êtres humains passionnants, petits esprits libres en puissance. Souvenez-vous que je n'aimais pas l'autorité et que je vous avais demandé solennellement de ne pas faire de trop grosses bêtises, car je n'aimais pas vous gronder. Je pensais qu'il fallait garder notre énergie pour des choses plus intéressantes. Souvenez-vous que ma phrase préférée était « Ce n'est pas grave », que je voulais répéter sans cesse. Oui, s'il y a une chose qu'il faut garder précieusement, c'est bien ça, cette petite phrase qui nous permettait de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Souvenez-vous aussi de tout ce qui n'allait pas chez moi, que ce n'était pas toujours facile d'avoir une maman qui gagnait sa vie en écrivant. Il y a des métiers plus reposants pour les enfants. Souvenez-vous du bon et du mauvais et oubliez aussi. Il n'y a pas que l'enfance dans la vie. Il vous faudra en prendre et en laisser, mais je ne m'inquiète pas, je vous l'ai déjà dit, je vous fais confiance. Maintenant, une lettre. C'est une belle lettre. Oui. C'est beau. Et maintenant, une lettre écrite par Mme Stéphanie Janicot, qui est écrivain, je vous l'ai dit tantôt. Elles sont tous écrivains. Elle a une fille de 11 ans. Et elle écrit « Ma fille chérie,
Sais-tu que l'on me demande à présent de dévoiler nos pires moments, comme si être mère n'était pas déjà la source d'une culpabilité permanente, comme si la crainte de ne pas te mener sur le bon chemin n'était pas une préoccupation de chaque instant et qu'il faudrait encore aller chercher plus loin. En fouillant, je pourrais trouver 1000 exemples du quotidien qui donneraient matière à sarcasme de la part de nombreux psys bien intentionnés. Ils nous veulent détendues, bienveillantes, capables de trouver la bonne distance entre les mères poules et les mères tortues, c'est-à-dire celles qui les abandonnent dans le sable, de fournir des réponses intelligentes à vos interrogations les plus farfelues, de faire régner la paix dans vos maisons, de nous adapter à vos personnalités si diverses. Croit-il donc que l'on nous livre les bébés avec leur mode d'emploi? Bien sûr, j'aurais souhaité t'épargner les souffrances, les ruptures, les cris, les déceptions, mais quoi? De toute façon, tu aurais découvert un jour que la vie est une sacrée course d'obstacles et que même ta mère n'est pas infaillible. Je sais bien que tôt ou tard, tu m'en voudras de t'avoir légué une si grande angoisse, mais peut-être auras-tu su entretenir cet humour qui te va si bien. Aussi, ce jour-là, je te conseille de rire en repensant à mes 15 coups de téléphone inquiets lors de chacun de tes jours d'absence, à mon insistance à vouloir te transmettre ce qui m'a habité lorsque j'avais ton âge, même si l'un comme l'autre te semble insupportable. Là, ici, elle parle des cours de piano et des cours de lecture. Elle termine en disant « Au moins, je te promets, ma fille chérie, lorsqu'à ton tour, tu chercheras la recette miracle pour faire pousser ta propre fille, de ne jamais prétendre détenir la vérité. Elle signe ta mère qui t'aime. » Et on a 30 secondes, je n'aurais pas vraiment le temps. Comme on peut dire une maxime bien simple, c'est les enfants, c'est difficile à élever. C'est toujours je trouve ça difficile. beau comme lettre. Je trouve que ça fait ce qu'on parlait tantôt, de toujours reprocher à la mère un peu tous les maux qu'un enfant peut voir dans sa vie, mais je trouve qu'il y a un lien intéressant. Oui, je trouve que ça donne une note positive. Ça refait des ponts, peut-être. Oui, parce que dans le premier bloc, on parle comme si les relations mère-fils ou mère-fille, c'était toujours quelque chose d'abominable. Ouais. Mais c'est loin d'être le cas. Non, effectivement. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Ghislain. On continue en chanson, en émission Folie douce. La machine m'a flashé, la machine n'aime pas la vitesse. Elle m'envoie vite un courrier, la machine connaît mon adresse. La machine veille sur moi, me guide par satellite. Elle m'attrape par le bras et me ramène où j'habite. Rue de la télésurveillance, quand je sors mon Fox Terrier. Je suis pucé, tatoué, vacciné, mais j'ai plus trop confiance. Moi je cherche un endroit où l'on pourrait s'étendre. Toi et moi sur terre ou ailleurs, un petit carré d'herbe tendre. Loin du regard de Big Brother, protégé de la police des mœurs, c'est invisible dans Google. Mais les temps sont durs, les temps sont durs, les temps sont durs pour les tendre. Mais les temps sont durs, les temps sont durs, les temps sont durs pour les tendre. C'est ce que j'achète au rayon du gigamarché. Et quand je traîne sur internet, elle retient tout ce que j'ai coché. Dans la machine je fais du sport, je reste chez moi, je ne sors plus. Et même dans les aéroports, la machine peut me voir tout nu. Il faut tout dire à la machine, jusqu'à la taille de son machin. Apparemment c'est le seul moyen pour rencontrer machin machine. Moi je cherche un endroit où l'on pourrait s'étendre. Toi et moi sur terre ou ailleurs, un petit carré d'herbe tendre. Loin du regard de Big Brother, protégé de la police des mœurs, c'est invisible dans Google Earth. Mais
Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. On termine ce rendez-vous de Folie douce cette semaine qui a passé encore une fois très vite en faisant la nomenclature des chansons. Je lève l'eau, on va faire ça ensemble. Québécoise, donc avec un Français qui vit au Québec maintenant. On a écouté donc dans la première Dans mon monde en couleur. Oui, de Hugo Lapointe. On a écouté Le temps de partir. De Brigitte Boisjoli. Dans la deuxième demi, D'où je viens. De Sébastien Lacombe. Et à l'instant, La machine. De Daran. Et voilà, merci beaucoup pour votre show musical à toi et à Pierre. Merci Pierre pour la mise en onde. Bienvenue. Oui, merci aussi pour tes sujets qui étaient les deux espresso et espresso allongé qui étaient le même sujet. Couper le cordon, couper enfin le cordon. C'était intéressant d'en apprendre plus sur ce sujet de psychologie. Je remercie notre invité en début d'émission, Jacques-Denis Simard de La Vigile. Et je remercie également Estefania Contreras de l'équipe Entreprise. Alors, c'était le menu de l'émission Folie douce cette semaine. Bonne semaine à tous. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. À la prochaine. Au revoir. Pop